Les Princes de Florence. Là, attention, avec ce jeu, nous attaquons du lourd, du fin, du très agréable, du ludiquement quasi parfait. C'est vraiment un jeu assez exceptionnel. Donc j'annonce tout de suite la couleur, c'est un de nos jeux préférés. C'est un jeu qui est beau, déjà, première chose, qui a beaucoup de matériel, qui se range de telle manière, donc avec un plateau général pour tous les joueurs au centre, un plateau individuel pour chaque joueur de chaque côté. Ici, un ensemble d'objets qui sont signalés ici sur cette ligne A1. Voilà. Et un nombre d'objets qui sont signalés dans cette ligne A2. Voilà. Un pion noir qui compte les tours ici. Nos pions de nos couleurs ici. Des pions de nos couleurs ici aussi avec le pion noir qui peut être utilisé de deux manières différentes, je l'expliquerai plus tard. Nous avons de l'argent qui est ici des florins puisque nous sommes des princes de Florence et des bâtiments ici que nous allons placer plus tard dans notre terrain à nous. Nous sommes des princes de Florence, des princes dans tout Florentin, dans l'espace florentin de l'époque. Et nous allons recruter des artistes, des scientifiques, plutôt artistes, qui vont créer des œuvres d'art. Les artistes, ils sont là. Ce sont les cartes profession qui sont ici. Nous avons une vingtaine d'artistes, avec tous leurs compétences, leur lieu de travail. Et ils vont créer des œuvres. Les œuvres d'art vont nous faire gagner des points de prestige, qui vont nous permettre de gagner la partie à la fin de la partie. Le jeu se déroule le jeu dure à peu près 1h30, entre 1h30 et 2h, en fonction du nombre de joueurs. Se joue entre 3 et 5 joueurs. Il y a une règle pour 2 joueurs qui me semble assez inutile. C'est toujours mieux à plusieurs. C'est très bien à beaucoup en fait. À 4 et 5 c'est très bien. À 3 je pense que c'est un peu limité. On n'y a jamais joué à 3. Voilà. C'est un jeu qui a de nombreux mécanismes, qui est vraiment presque parfait. Donc je vais le présenter tout doucement pour que ça soit bien clair tout. Alors, ça se joue, il y a 2 phases. Il y a la phase A et la phase B. Sachant qu'il y a une phase, je le dis maintenant, comme ça après j'en parle plus, il y a une phase A2 qui est écrite sur le tableau central. La phase A2 c'est l'extension qui se joue avec des cartes ici. Ces cartes-là, si vous voulez apprendre à les utiliser, vous lisez la règle. Vous regardez l'extension. Il y a même une extension de jeu en communauté qui est ici. Ce n'est pas de la coopération, hein. C'est un jeu en communauté mais sans coopération qui est derrière les plateaux individuels. J'en parlerai pas du tout dans la vidéo. Voilà pour l'extension. Donc ça se joue en 2 phases. La phase A, donc celle qui est représentée par la première ligne, et la phase B qui est représentée par la deuxième ligne. La phase A est une phase qui se joue de manière collective, c'est-à-dire qu'on va tous se jouer à peu près en même temps. C'est une phase d'enchère, on va tous jouer en même temps, alors que la phase B, on va tous jouer les uns après les autres en partant du premier joueur. Le premier joueur qui est décidé au hasard au début de la partie, et après ça tourne dans le sens horaire. Donc voilà. Ça se joue en 7 tours. Nous avons le compteur du tour qui est en haut. Ça se joue en 7 tours, pas plus. Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide parce qu'on est assez frustré, mais on joue quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est on va faire une phase d'enchère sur les 7 éléments qui sont placés ici. Donc dans les 7 éléments, je vous les présente. Nous avons 3 paysages qui sont placés ici. Voilà. Lac, forêt, parc. Ça, ce sont des paysages. Nous avons des architectes. Ils sont au nombre de 6. Nous avons des saltimbanques qui sont au nombre de 7, le nombre de tours. Nous avons des cartes prestige qui sont des cartes qui font gagner des points en fin de partie. Et des cartes recrutement qui permettent de recruter des professions, des artistes chez les autres joueurs. Nous allons en parler beaucoup plus tard de ces cartes-là. De prestige, on peut en parler maintenant, mais de recrutement, on peut en parler plus tard, parce que là, sinon, vous n'allez rien comprendre. La phase d'enchère se déroule de cette manière. C'est le premier joueur qui commence à décider et qui va mettre son jeton. Donc moi, j'ai pris le joueur rouge, donc je vais commencer. Le joueur rouge, je vais dire par exemple, je mets 200 florins sur les saltimbanques. Alors les florins,
Les florins. Alors on en a 350 au début, 3500, excusez-moi, 3500 au début, ce sont que des multiples de 100, ce qui complique un peu les calculs, hein, peut-être, sûrement pour être un peu plus réaliste. Donc ce sont des multiples de 100. Donc la plus faible valeur c'est 100 et ça monte jusqu'à 3500. On en a 3500 au début, ça sera pas assez pour faire toute la partie, mais on pourra en récupérer plus tard. Donc là je mise 200 florins. Pourquoi 200 florins? C'est la mise minimum. On ne peut pas miser moins que 200 florins. Et le premier joueur est toujours obligé de miser au moins 200 florins sur quelque chose. Le joueur d'après peut augmenter l'enchère, mais c'est une enchère qui est assez régulée, puisqu'il ne peut augmenter que de 100 florins. Tous ceux qui peuvent augmenter les prix n'augmenteront que de 100 florins. On ne peut pas passer directement à 600 par exemple. Donc par exemple le joueur d'après il dit 300, 400, moi je dis 500, lui il dit il passe, 600, je passe. Là, les saltimbanques sont récupérés par le joueur bleu pour 600 florins. Donc du coup, on met le joueur bleu à la place des saltimbanques. Donc lui, c'est-à-dire qu'il a acquis les saltimbanques. Il n'y aura plus de saltimbanques qui seront récupérés par le joueur bleu. Et il récupère les saltimbanques et les met dans son terrain. Voilà. Il ne participe plus du tout aux enchères. C'est à moi, toujours à moi, puisque j'ai été pris par le joueur bleu, c'est à moi d'enchaîner et de reproposer un autre lot à 200 florins. Donc par exemple, je propose la forêt à 200 florins. Il dit 300, je dis 400. 400, je prends, il me laisse. Je récupère la forêt. Je paye mes 400 florins et je mets mon jeton sur la forêt pour dire que lui, il ne pourra plus prendre la forêt. Je place la forêt sur mon terrain, donc normalement on doit réfléchir, mais là je ne vais pas réfléchir. Je mets ma forêt sur mon terrain où je veux, mais pas sur le palais. Ça marche pas, donc comme je veux, hein, je peux la tourner dans tous les sens. D'accord? C'est vraiment comme je veux. Alors on le met pas n'importe comment, il y a une sorte de partie de Tetris qui va se jouer sur notre terrain qui est relativement limité. Nous n'avons pas une grande parcelle de terre, nous ne sommes pas un prince très, très puissant. Le joueur jaune peut du coup prendre ce qu'il veut puisque c'est le dernier joueur avec 200 florins. Il prend par exemple un architecte à 200 florins, c'est plutôt pas mal. Il prend l'architecte avec 200 florins. S'il ne veut rien prendre, il ne peut ne rien prendre. Et si moi tout à l'heure par exemple j'ai proposé quelque chose et ça me revenait et je n'avais pas envie de le prendre, je peux ne pas payer. On peut avoir ne pas payer du tout, par contre on ne prend rien. Quelqu'un qui monte les enchères, par contre, est obligé de prendre, bien évidemment. Donc là, lui, soit il prend rien, soit il prend les architectes. Je pense qu'il va prendre les architectes. Puis, comme c'est puissant, il prend les architectes. Bien sûr, je fais tout tomber. Il prend un architecte, il met son jeton dessus, mais ça ne sert à rien puisque c'est le dernier joueur. Quand on joue à 5, bien sûr, on joue tous les 5. L'architecte, il le met à sa place. Et voilà. Alors, donc les paysages, j'expliquerai les paysages, à quoi servent les paysages plus tard. Les architectes aussi, et les saltimbanques aussi. Les cartes prestige, je montre tout de suite comment on fait pour les piocher, mais je vais pas tout de suite, les cartes prestige, c'est celle-là, pourquoi je prends les autres. Je vais pas tout de suite expliquer à quoi servent. Enfin, si on peut tout de suite. Alors les cartes prestige. Quelqu'un qui prend les cartes prestige en prend 5. Les 5 premières de la pioche, il les prend, il les regarde, il les lit. Donc ce sont des points de prestige qui ressemblent à beaucoup de jeux, c'est des points qui valent à la fin de partie. Donc par exemple, si vous avez le plus grand nombre de forêts, vous marquez 7 points de prestige. 4 points de prestige en cas d'égalité. Ce sont des points qui vont rarement au-dessus de 8 ans. Voilà, donc parmi les 5, il en garde une. Il garde celle qu'il préfère. Et les 4 autres, il les met dans l'ordre qu'il veut, en dessous. Voilà, et on passe aux gens. Donc voilà comment ça marche les cartes prestige. Les cartes recrutement, ça ne marche pas du tout pareil puisque ce sont exactement toutes les mêmes cartes. C'est exactement écrit la même chose sur les cartes, donc c'est toutes les mêmes. Donc quelqu'un qui prend les cartes recrutement, il prend la première et basta. Voilà, la carte prestige est regardée dans le terrain et ne se regardera qu'à la fin de la partie. Donc là, moi, je dois être celui qui a le plus grand nombre de forêts. Voilà, une forêt. Voilà. Pour la phase 1, donc c'est une phase enchère.
Juste un petit détail. Un petit détail, c'est si par exemple je récupère une autre forêt, si je récupère une deuxième forêt et que je mets une deuxième forêt à côté, la deuxième forêt me fait gagner 3 points de prestige. Le deuxième paysage identique fait gagner 3 points de prestige à celui qui l'emporte. Voilà. Donc si j'ai une autre forêt, je gagne 3 points de prestige que je gagne ici sur la piste de score. Exemple, je gagne ma forêt, je la place et je gagne 3 points sur ma piste de score. Voilà. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça peut. Voilà. Pour la phase numéro 1. La phase numéro 2 arrive. Et pour la phase numéro 2, là, c'est le premier joueur qui va avoir 2 actions. Il va avoir 2 actions à faire qui sont ici décrites. Donc ces 2 actions, il choisit, parmi les 5 actions qui sont possibles, il choisit ce qu'il veut faire. Il y a des actions qu'il peut faire 2 fois identiquement, donc il peut faire cette action 2 fois, c'est pour ça que c'est écrit 1, 2 fois. Par contre, il y a des actions qu'il ne peut faire qu'une seule fois, cette action-là, il ne peut la faire qu'une seule fois, et cette action-là, il peut la faire qu'une seule fois. Ces 5 actions-là sont les actions principales du jeu. Le joueur va jouer ces 2 actions, et après, ce sera le deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur, ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Alors, on va parler de cette action-là, ici, tout à la fin. C'est la plus importante, puisque c'est créer une œuvre. C'est l'action la plus importante du jeu. C'est celle qui fait gagner le jeu. C'est vraiment c'est l'action principale. Les autres actions sont acheter un bâtiment, prendre des cartes bonus qui n'ont rien à voir avec les cartes prestige, vert et rouge, acheter une liberté et recruter un nouveau professionnel. Alors, on va faire le plus simple, c'est acheter une liberté. Il y a 3 libertés différentes disponibles. Il y a la liberté de religion, la liberté de voyage et la liberté d'opinion, qui sont des libertés qui vont se mettre en fait dans nos cadres ici. Une liberté par joueur suffit. Un joueur n'a pas aucun besoin d'acheter 2 libertés. D'ailleurs, il n'a pas le droit. C'est la seule différence entre un jeu à 3 joueurs, 4 joueurs et 5 joueurs. À 3 joueurs, il n'y a que 2 libertés. À 4 joueurs, il y a 3 libertés. À 5 joueurs, il y a les 4 libertés. En fait, il y a toujours une liberté de moins que de nombre de joueurs. Donc tout le monde ne pourra pas avoir les 3 libertés. On peut faire cette action qu'une seule fois. Acheter une liberté, c'est marqué ici, coûte 300 florins. Donc je paye 300 florins pour payer, par exemple, ma liberté d'opinion. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action peut être une des autres actions, la plus facile étant acheter un bâtiment. Acheter le bâtiment, ben voilà, ils sont tout en haut, ce sont des bâtiments qui sont ici. Ces bâtiments, vous les avez tous ici, écrits ici. D'accord. Nous avons des petits bâtiments, les 2 petits, des moyens et des grands. Les moyens, c'est les 5 là. Et les 3 grands. Tous les bâtiments coûtent le même prix, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Un bâtiment coûte 700 florins. Et oui, ça coûte cher de faire construire. Un bâtiment coûte 700 florins. Je choisis le bâtiment que je veux et je le place sur mon terrain. Il n'y a que 3 bâtiments de chaque, mais c'est pas problématique. Normalement, tout le monde ne veut pas du même bâtiment. Donc je construis. Dès que je construis mon bâtiment, je gagne 3 points de victoire directement. Pour chaque bâtiment que je construis, je gagne 3 points de victoire. Si je rachète un bâtiment, imaginons je suis le tour d'après, je rachète un autre bâtiment, il y a un problème avec la conception du bâtiment. Un bâtiment ne peut pas toucher un autre bâtiment. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. 2 bâtiments ne peuvent pas se toucher. Bien sûr, un bâtiment peut toucher un parc, il n'y a aucun souci, mais 2 bâtiments ne peuvent pas se toucher. Ça, c'est pas possible. Par contre, ils peuvent se toucher en diagonale. Ça, c'est possible. Attention, le palais situé ici est un bâtiment. Donc attention, il faut aller là. Et c'est là où le rôle de l'architecte, je rappelle l'architecte qu'on a récupéré ici au niveau des enchères, c'est là où le rôle de l'architecte commence à être important. Donc on va regarder le rôle de l'architecte. Il y a 3 possibilités, il y a 3 niveaux d'architecte. Le premier architecte qu'on remporte, on le place ici,
et nous permet de construire les bâtiments avec seulement 300 florins. C'est peu, donc c'est très bien. C'est beaucoup moins que 700. Surtout si on l'a en début de partie. Le deuxième architecte, il a un gros 3 sur la tête. Ça veut dire que dès qu'on arrive à poser un architecte sur cette case-là, il faut d'abord la placer là, hein. Dès qu'on arrive à placer un architecte ici, on gagne 3 points de victoire directement. Et en plus, on a l'option, le bonus supplémentaire, qu'on peut construire les bâtiments adjacents. C'est-à-dire que les bâtiments, on peut les coller. Ce qui permet de optimiser complètement notre place dans notre territoire. Bien sûr, une fois qu'un bâtiment est construit ou qu'un jardin est construit, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas le déplacer non plus. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut tout prévoir dès le début. Le troisième niveau d'architecte, alors là, c'est totalement nickel. On gagne aussi 3 points de victoire et on a tous les bâtiments qui sont gratuits. C'est-à-dire qu'on peut récupérer les bâtiments sans payer. Bien sûr, ça coûte une action. Je rappelle que nous n'avons que 2 actions. Voilà pour les bâtiments. Donc, on choisit vraiment le bâtiment que l'on veut parmi tous les bâtiments qui sont ici, bien sûr, en fonction des professions. Les professions, quelle transition, puisque nous allons tout de suite parler des professions. Alors, les professions. Quand on recrute des professions, on en prend, comme tout à l'heure avec les cartes prestige, on en prend 5 et on n'en récupère qu'une seule parmi les 5. Mais au début de la partie, nous avons 3 professions. Alors ça, sans avoir les actions. On parle tout de suite des professions. Alors là, quand on va parler des professions, on va vraiment rentrer dans le cœur du jeu. Donc là, il faut bien s'accrocher. Voilà les professions. Voilà à quoi ressemblent les professions. Je montre les 3 que j'ai au début de la partie. Alors je vais les montrer. Je vais même enlever mon plateau pour bien les montrer. Je vais mettre vers la gauche pour montrer les professions. Alors, il y a un effet de lumière qui est pas très agréable. Alors, les professions ont un numéro en haut avec leur nom. Bon, c'est juste pour le trip. Un dessin qui est plutôt joli, c'est bien foutu. Ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'on observe tous, en fait, c'est la ligne qui est juste en dessous. C'est la ligne qui est juste en dessous le dessin. Avec les trois symboles qui sont ici, ce sont les symboles qui vont être variables d'une profession à une autre. Donc là, on voit que là, ces 2 professions ont le même bâtiment, celui-là est un bâtiment différent. En dessous, ce sera toujours la même chose. Les 4 symboles seront toujours identiques. Ça ne varie pas. Un profession a donc un paysage, un bâtiment et une liberté chacun. Enfin, il y a un trio. Il y a un trio qui se forme pour chaque profession. Il n'y a aucune profession qui a les mêmes trois symboles. 3 trios. Tout est résumé ici. Sur votre fiche de jeu, il y a tout qui est résumé. Donc vous voyez bien que pour chaque bâtiment, il y a 3 professions. Pour chaque gros bâtiment, il y a 3 professions, chacun avec une liberté et un paysage qui lui est propre. Vous voyez ? Donc on suit un peu et voilà. Donc les gros bâtiments, c'est 3 professions, les moyens, c'est 2 professions, et les petits, c'est une profession. Voilà pour les professions. Voilà pour le descriptif des professions. Donc quand on récupère une profession ici, j'en récupère 5. Généralement, j'observe ensuite, parmi les 5, ceux qui ont des caractéristiques assez communes avec mes professions déjà présentes dans mon jeu. Donc là, par exemple, je vais essayer de récupérer quelqu'un qui a le même bâtiment que moi pour pas avoir à reconstruire un bâtiment. Voilà, donc lui, par exemple, c'est un très bon candidat, mais ça peut être un autre candidat qui a d'autres caractéristiques, comme le paysage ou la liberté. Donc là, moi, je vais prendre celui-là. Donc je recrute celui-là et je le garde dans ma main. Pour l'instant, tout est dans ma main. Il n'y a rien de posé par terre. Les professions qui restent, je les mets dans l'ordre que je veux, en dessous le paquet. Sous le paquet. Ces professions-là sont dans ma main. Ils ne sont pas posés. Je les avais posés pour le début et pas pour le jeu. Juste, je reprécise. Nous avons, au début de la partie, 3 professions. Mais attention, c'est pas 3 professions qui sont choisies au hasard. On récupère 4 professions au début de la partie, et parmi les 4, on en choisit 3. D'accord ? On a le choix au début entre 3 parmi 4. Et les autres, toutes les professions qui vont être rejetées et celles qui n'ont pas été distribuées sont mélangées pour former ce tas de professions en plus, en supplémentaire. Au début de la partie, donc du coup, on n'a pas 3 professions complètement au hasard. On a 3 parmi 4. On est obligé d'en garder 3 par contre. De toute façon, ça vaut le coup de les avoir. Voilà.
Maintenant, continuons avec cette partie-là. Donc je rappelle, on a expliqué ça, on a expliqué ça, on a expliqué ça. Ah oui, recruter une profession coûte 300 florins, c'est écrit ici. Maintenant, nous allons faire l'action principale du jeu, c'est-à-dire faire une œuvre. Faire une œuvre d'art. Attention, on s'accroche. Là, on va devoir faire une œuvre d'art. C'est parti. Pour faire une œuvre d'art, je vais je vais faire une pause pour avoir une œuvre d'art qui correspond bien au jeu, parce que là, ça va être long sinon. Je coupe. Alors, nous voici au 4e tour. Le 4e tour, on voit bien que le compteur de tours est au 4e. Il y a bien un numéro 14 sous le jeton, c'est très important. Dans la suite de l'explication. J'ai posé 2 personnages juste avant de jouer. J'ai 3 personnages en main. Je vais vouloir recruter ce personnage-là. Donc recruter, c'est-à-dire lui faire. Alors c'est pas un bon mot, recruter. Lui faire son œuvre. Je vais développer son œuvre à cet artiste-là. J'ai dans mon terrain, j'ai 2 bâtiments. J'ai 2 bâtiments, c'est le théâtre et l'atelier. J'ai une seule liberté et j'ai 2 saltimbanques. Je peux avoir des architectes qui n'auront aucune incidence sur cette partie-là du jeu. Donc je décide de faire cette action-là. Je peux la faire 2 fois dans mon tour, mais là, imaginons j'ai fait autre chose avant. Je fais cette action-là. Je donne un artiste. Je permets à un artiste de développer son œuvre. Alors l'artiste que je vais développer, c'est le médecin. Le médecin, il a comme caractéristique la forêt, le théâtre, non, c'est pas le théâtre, c'est l'hôpital, donc je me suis trompé. Hop, je change, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de changer quelque chose sur mon plan, voilà. Et la liberté, c'est le voyage. Ensuite, ça change pas, je rappelle. Alors, pour chaque artiste que nous allons développer, que nous allons que nous allons développer dans notre cité, on va compter sa valeur artistique. Attention, sa valeur artistique n'a rien à voir avec les points de prestige. Pas pour l'instant en tout cas. Sa valeur artistique, c'est quoi? Il va avoir 3 points si on a une forêt. Les forêts supplémentaires ne comptent pas. 4 points si on a le bon bâtiment. 3 points si on a la bonne liberté. Donc moi, si je regarde mon plan, j'ai le bon bâtiment. Alors maintenant j'ai le bon, avant j'avais pas le bon. J'ai le bon bâtiment. Je n'ai pas la bonne liberté. Et j'ai la forêt. Donc du coup, moi pour l'instant, j'ai une valeur artistique de 3 plus 4, 7. Ensuite, on a 2 points par saltimbanque qui sont placés sur notre terrain. J'en ai 2, donc ça me fait 4 points en plus. Donc j'ai 3 plus 4 plus 4. 1 point par carte blanche qu'on a sur notre terrain. J'en ai 5. J'en ai 2 déjà placés, une que je place maintenant, et 2 qui sont dans ma main. Ça fait 5 cartes. Si j'en avais 3 dans la main, ça serait 6. D'accord? Celle de la main compte. 1 point par carte bleue qu'on a dans la main, moi j'en ai aucune donc ça compte pas, et un nombre de points variable en fonction des cartes bonus. J'expliquerai ça tout de suite après. Donc là, ma valeur artistique, la valeur artistique de mon médecin, c'est 3 plus 4, plus 4 de saltimbanque, plus 5 cartes. 3 plus 4, 7, et 4, 11, et 5, 16. 16 points. La valeur artistique de mon médecin est de 16 points. Je le pose, je peux le faire. Pourquoi je peux le faire? Parce que 16, c'est au-dessus de 14. Si la valeur artistique de mon médecin était à 13, par exemple, j'aurais pas pu développer cette œuvre-là. Et là, j'aurais été bloqué, j'aurais dû utiliser quelque chose ou construire quelque chose d'autre. Enfin, j'aurais dû améliorer mon terrain de prédilection de cet artiste. En fait, les artistes ont besoin que l'on crée un cocon, des conditions favorables pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux et pour qu'ils créent la meilleure valeur artistique. Donc là, moi, je suis à 16, donc pas de problème, ça passe. Au 4e tour, ça passe. Attention, par exemple, au 7e tour, ça n'aurait pas passé.
Donc il passe sans problème. Du coup, je peux placer mon personnage sur mon terrain et j'augmente mon petit compteur, mon petit bonhomme, je le mets à 16. Voilà. Les autres joueurs jouent, par exemple le bleu, le vert, j'ai mis du jaune, le jaune, il ne joue pas, et le vert, il a une valeur artistique, par exemple, de 14, pile poil, mais il l'a fait. Alors, à quoi servent du coup les cartes bonus? Les cartes bonus permettent, je remets ça correctement, les cartes bonus permettent d'améliorer une valeur artistique d'un artiste à un moment de du jeu. C'est un one shot. Alors, comme à chaque fois qu'on recrute un bonus, quand on prend un bonus, comme à chaque fois, ça fait partie d'une action, on la paye 300 florins, on prend 5 cartes, on les regarde et on prend le bonus qui nous concerne le mieux. Donc juste un petit exemple de bonus, chaque liberté dans votre domaine augmente la valeur artistique de 2. Donc moi j'en ai qu'une, celle-là m'intéresse pas. Chaque type de paysage dans votre domaine augmente la valeur artistique de 2. Bon, voilà. Il y a plusieurs choses, hein. C'est chaque lac, chaque catégorie, enfin bref. Il y a beaucoup de bonus directement. Donc imaginons j'avais celle-là. Si j'avais joué le bonus avec ce médecin, tout à l'heure j'étais à 16, puisque là j'ai une liberté et que chaque liberté dans mon jeu augmente ma valeur artistique de 2, du coup je passe de 16, vu que j'ai qu'une liberté, ça fait 2 points en plus, je passe à 18, donc en fait ma valeur artistique sera à 18. Donc ça je joue pendant mon tour, hein. Je joue pas après avoir vu comment les autres jouaient, c'est à mon tour. Donc imaginons j'ai joué ça. La carte que j'ai utilisée est défaussée, on la remet pas du tout dans le jeu, elle est défaussée, c'est terminé pour celle-là, et on termine le jeu, on termine le tour. Une fois qu'on a terminé le tour, donc là j'ai terminé hein, pour les valeurs artistiques, donc c'était la partie la plus importante du jeu. Maintenant qu'on a terminé le tour, il y a 2 choses qui vont se passer, déjà savoir qui a fait la plus belle valeur artistique, la plus belle œuvre du tour. Ici c'est moi, je suis à 18, lui il est à 14. Donc ici c'est moi. Si jamais j'en crée 2, parce que c'est possible de créer 2 valeurs artistiques. Si j'en crée 2, par exemple 18 et 13, et 14, parce que je peux pas faire 13. 18 et 13. 18 et 14. Du coup je gagne 32, parce que 18 plus 14 ça fait 32. Donc mon personnage ici, il passe à 32. Pourquoi 32 ? Parce que j'ai fait 18 plus 14, donc 32. Mon petit personnage va après à côté de 32. Et c'est là où moi j'utilise, normalement ce compteur-là, c'est juste pour désigner le premier joueur. Moi j'utilise à ce moment-là pour dire que la plus grande valeur était à 18. J'ai fait 18 et 14, mais la valeur artistique la plus grande était à 18. Et par exemple, le bleu, il aurait pu avoir 19. Il aurait pu être au-dessus. Du coup, on enlève le noir pour dire que finalement, c'est le bleu qui est devant. Voilà, c'est pour s'en souvenir. Je mets le jeton noir pour bien marquer que la plus grande valeur artistique, c'était 18. Ça, c'est dans le cas où j'en avais fait 2, hein, mais ce qui n'était pas le cas ici. Et quand on fait 2, en fait, il n'y en a qu'une qui compte. C'est ça qui est la plus belle. C'est pas le nombre que tout remporte, c'est celui qui fait la plus belle. Celui qui fait la plus belle valeur artistique gagne à chaque tour 3 points. Donc ici, puisque c'est moi qui fais la plus belle valeur artistique, je gagne 3 points. Voilà. Maintenant, attention, on va transformer la valeur artistique que l'on a gagnée, on va la transformer en florins. C'est-à-dire que les 14 ou mes 18 valeurs artistiques valent en fait 1800 florins. Et je vais partager mes 1800 florins avec la partie que je vais garder. Je vais garder un nombre de florins pour moi, donc c'est moi qui décide le quota. Et je peux aussi transformer une partie de mes florins en points de prestige, sachant que 200 florins valent un point de prestige. Donc par exemple pour mes 1800 florins, je peux prendre 1000 florins
pour moi et laisser les 800 autres florins pour 1 point de prestige pour 200, donc c'est-à-dire 4 points de prestige. 4 fois 200, 800. Donc là, par exemple, je récupère 1000 florins à la banque et je gagne 4 points de prestige. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va faire une œuvre, on va devoir faire un choix équilibré entre le nombre de florins que je récupère et le nombre de points de prestige que je récupère. Bien évidemment, le nombre de florins et le nombre de points de prestige varient en fonction de l'avancée du jeu. Plus le jeu avance, et moins on récupère de florins, et plus on récupère de prestige. Lui, pareil, hein, c'est le premier joueur qui décide en premier, mais après ça va être le bleu qui va décider, donc c'est 1400 florins, qu'est-ce qu'il fait? Donc par exemple, lui, il peut prendre tout en points de prestige, ou tout en florins. S'il prend tout en points de prestige, on fait 1400 divisé par 2, ça fait, divisé par 200, ça fait 7, donc il gagne 7 points de prestige. Donc il y a un peu de maths là-dedans, c'est 200 pour 1 point. 200 pour 1 point de prestige, donc c'est cher payé, hein. C'est cher, mais c'est comme ça, le jeu se termine pas avec énormément de points de prestige. On dépasse à peine les 50 points. On peut dépasser, le vainqueur va dépasser tout juste 50 points normalement. Si tout va bien. Voilà pour un tour de jeu classique de la deuxième action B. Une fois que le tour est terminé, une fois que tout le monde a récupéré ce qu'il devait récupérer, donc tout le monde a récupéré ce qu'il devait récupérer, il a gagné 7 points d'un coup, voilà. Une fois qu'on est comme ça, on change le tour de jeu. Le tour de jeu passe au 5e tour. Le premier joueur passe au suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. On fait un tour d'enchère, puis 2 actions chacun. Voilà pour Prince de Florence. Alors quelques petites règles encore qui doivent être dites. À tout moment, on peut récupérer de l'argent en perdant 1 point de victoire. 1 point de prestige. Par exemple, le jaune, là, il manque d'argent. 1 point de prestige, il récupère 100 florins. Voilà. Donc on est d'accord que 1 point de prestige vaut 200 florins avant, puis après c'est 1 point de prestige vaut que 100 florins. Donc c'est pas du tout valable, hein. On est d'accord que c'est pas du tout valable. Là c'est de l'arnaque, ça. Voilà. Il manque encore quelques petites règles. Alors je crois que j'ai pas dit qu'au début on avait 3500 florins chacun. Peut-être que je l'ai dit. Début du jeu, 3500 florins chacun. Les recrutements, j'en ai pas encore parlé. Donc au début, on pouvait avoir des recrutements. À quoi servent les recrutements? Imaginons que le médecin, il est pas mal pour moi. C'est un personnage que je voulais. Imaginez, le médecin, c'est le joueur bleu qui l'a fait. Et moi, j'aimerais bien l'avoir, le joueur bleu. Eh bien, pour avoir le médecin, je peux recruter, c'est-à-dire je prends la carte recrutement, je la pose dans mes cartes en main, et à mon tour, de manière gratuite, hein, c'est totalement gratuit, je peux recruter le médecin et le rajouter à mon jeu. Alors bien sûr, j'ai pas encore fait son œuvre, hein, mais je peux recruter gratuitement. Lui, ça ne joue pas du tout à son jeu, sur son jeu, puisque les cartes qui sont posées devant soi, là, les 2 à moi, ils ne me servent plus à rien. D'accord, ils servent dans les décomptes là de ces cartes jaunes là. Mais en fait, vu que ça a le même nombre de points pour les cartes bleues, en fait, donc ça n'a aucun intérêt d'avoir une carte bleue ou une carte jaune, c'est exactement la même chose. Donc, je peux recruter à n'importe quel moment un artiste chez un adversaire, qui me permet de recruter un artiste qui pourrait m'intéresser. Donc, on a toujours un petit œil sur les artistes qu'ont fait les adversaires pour voir s'il y en a un qui peut nous intéresser ou pas. Voilà à quoi servent les cartes recrutement. En début de partie, généralement, on fait pas beaucoup de recrutement, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de choix. Et plus ça va, et peut-être en fin de partie, on peut avoir un recrutement à faire. Donc voilà pour le recrutement. C'est gratuit, hein, c'est une action gratuite de recruter, donc il faut pas hésiter à les faire. Voilà pour les Princes de Florence. Je pense que j'ai tout raconté, puisqu'on fait tous les 7 tours, de toute façon, ça fonctionne de la même manière. Les saltimbanques ne bougent pas, elles restent, hein. Les saltimbanques restent, donc je rappelle que les saltimbanques servent ici, hein, c'est assez puissant. Les libertés, je pense avoir tout fait. Donc voilà pour les Princes de Florence. Je suis sûr que j'ai oublié des règles.
Et je vais lire tout de suite les règles pour voir si j'ai oublié, mais je pense que... oui, en cas d'égalité, là, en cas d'égalité pour la plus grande valeur artistique, tout le monde gagne 3 points. Si jamais il y avait une question. En cas d'égalité en fin du jeu, c'est celui qui, je sais plus, celui peut-être qui a fait le plus d'œuvres qui gagne, ce serait plus logique. Je dois avoir ça dans la règle, mais de toute façon, vu que je vais avoir sûrement des choses à rajouter, donc je vais le dire. L'argent ne sert pas à la fin. L'argent ne sert à rien à la fin, ne fait rien gagner. Donc, il faut terminer avec le moins d'argent possible. Parce que l'argent que l'on va gagner, c'est des points de prestige en moins. Donc, l'idéal, c'est de terminer avec 0 florins. Mais il faut garder de l'argent. Je rappelle que les enchères sont pas gratuites. On est obligé de payer 200 florins à chaque fois. Voilà pour les princes de Florence. Bon, je regarde les règles. Ah oui, et à la fin, à la fin, oui, j'ai failli oublier. À la fin, normalement, on a des cartes prestige. On gagne aussi des points avec les cartes prestige qu'on montre à la fin. Par exemple, celui qui a le plus grand nombre de forêts, c'est moi. J'en ai 2. Enfin, j'espère que c'est moi. Du coup, je gagne le nombre de points de prestige qui est écrit ici. Donc ça, les cartes prestige, faut pas les oublier à la fin quand même. Voilà, donc ça me semble bien. Voilà pour les princes de Florence. Un bijou. Un vrai bijou. Allez, 2 petites choses. Donc déjà, en cas d'égalité, à la fin, c'est celui qui est le plus riche qui gagne. Donc, n'empêche qu'il faut peut-être garder un peu d'argent à la fin. En cas d'égalité. Et sinon, une petite chose, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait qu'on gagnait le gain en argent, en florin, quand on a placé une valeur artistique, enfin une œuvre d'art et qu'on gagne la valeur artistique, dans la règle, ils disent que c'est à son tour de jeu que le joueur décide s'il garde des florins ou des points de prestige. Donc le jeu dit que dans la règle du jeu, il faut faire ça immédiatement. Voilà, c'est tout. Les princes de Florence, bijoux ludiques.